Cher Pascal Pic, nous sommes très heureux d'inaugurer avec vous ce nouveau rendez-vous de la Tribune. Maintenant, on fait quoi ? Maintenant, on fait quoi ? Le titre d'un ouvrage collectif que j'ai dirigé et publié chez l'Aube en 2020 et auquel d'ailleurs vous avez participé avec une vingtaine de sociologues, de philosophes, d'historiens, politologues, artistes, entrepreneurs et scientifiques. Il avait pour objet de disséquer le moment historique que nous traversions depuis le printemps, de disséquer et déjà de repérer des enseignements, des interrogations, des responsabilités auxquelles la pandémie du Covid-19 nous convoque. Nous sommes en mars 2021 et plus que jamais cette question est cardinale. Maintenant, on fait quoi ? Ou plus exactement, maintenant, je fais quoi ? En effet, chacun d'entre nous, dans sa conscience, a le devoir et la responsabilité de se questionner. Car se questionner, entrer en débat avec soi, est un préalable pour envisager de nous questionner et de nourrir le débat public. Je fais donc quoi pour analyser la situation, considérer les nouvelles réalités du monde, examiner les options auxquelles je suis confronté ? Je fais quoi pour aligner mes valeurs et mon comportement sur les enjeux de la planète ? Je fais quoi pour être acteur d'une civilisation qui fertilise la solidarité et la justice ? Je fais quoi pour être acteur d'une démocratie régénérée et responsabilisante, acteur d'une économie qui cesse de détruire la vie, d'anéantir les vies humaines, animales, végétales qui composent la planète. Je fais quoi pour être, à mon niveau aussi modeste soit-il, un architecte, l'architecte d'une économie qui préserve la vie, d'une entreprise ou d'un travail qui épanouisse la vie, d'une démocratie qui donne un sens à la vie, enfin d'une civilisation qui honore la vie. Voilà le fil conducteur de ce nouveau rendez-vous que propose toutes les 3 semaines la Tribune. Partageons l'économie et son marqueur identitaire. Avec vous, Pascal, et les futurs invités, nous allons partager une expertise, une expérience, des convictions, grâce auxquelles les auditeurs et les spectateurs de la Tribune.fr peuvent progresser. Progresser dans leur connaissance, dans leur conscience, dans leur contribution au débat public et dans l'exercice de leurs responsabilités. Pascal, vous êtes paléoanthropologue, vous officiez au Collège de France, vous êtes l'auteur d'une très riche bibliographie. Combien d'ouvrages au total ? Je vais arriver à la quarantaine. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous êtes l'exégète de Charles Darwin et des théories de l'évolution. Plus que votre discipline, vos travaux et les domaines auxquels vous les appliquez ont de passionnant qu'ils se déclinent dans un vaste champ de problématiques contemporaines. Être darwinien, résumez-vous, c'est s'interroger sur les capacités à s'adapter à un monde que nous changeons. Le monde que nous éprouvons depuis 1 an, le monde que nous modélisons et transformons sans cesse, le monde que nous promettons aux générations qui nous succéderont, ce monde met plus que jamais l'exigence darwinienne en lumière et aussi en tension. Avec vous, nous pouvons parler d'économie, de démocratie, d'histoire, de libéralisme, d'ubérisation, d'éthique, d'urbanisation, d'entreprise, de travail, d'industrie, que sais-je encore. Ne boudons donc pas notre plaisir et entrons dans le vif du sujet. Et pour cela, nous allons d'abord nous arrêter sur 3 dates et circonstances clés de votre trajectoire d'homme et d'anthropologue. 1965, vous avez 11 ans, votre famille est expropriée du terrain maraîcher qu'elle exploitait alors. Ce jour-là, je comprends que le monde change et surtout qu'il ne revient jamais en arrière, dites-vous. En quoi cet événement est-il prophétique de la manière dont vous allez plus tard entreprendre votre vie d'homme et bien sûr de paléoanthropologue ? Alors un jour, quelqu'un m'a dit « Je comprends pourquoi le changement ne te fait pas peur à la suite de cette histoire que j'avais évoquée. » Et il est vrai que très vite, je suis sorti d'un monde qui était assez clos. Donc c'était à Gennevilliers, la petite couronne. Un terrain d'1 hectare, c'est à peu près la taille standard, si je puis dire, des terrains maraîchers, en tout cas de cette époque. Et tout ça était ceint de murs. Donc vous voyez, c'est une espèce de... C'est un peu l'image du paradis, vous savez, que l'on a aussi dans les textes sacrés, ce jardin qui est protégé. C'était un petit peu cela. Et un monde qui était quand même assez fermé sur le plan culturel vis-à-vis de l'extérieur, même un petit peu hostile au monde extérieur. Donc un monde d'artisans, de travailleurs. Donc ça, c'était la grande vertu des gens qui travaillaient très fort. Et derrière cela, il y avait ce mur, et puis derrière le mur, j'ai vu arriver, moi, d'autres murs.
les grandes barres d'immeubles. C'était la fin donc de ce qu'on a appelé la crise du logement dans les années 50-60. Je rappelle aussi que je suis né l'année de l'appel de l'abbé Pierre, à quelques jours près, vous voyez. Donc tout ça, je n'avais pas conscience, mais ça a marqué énormément cette époque, bien évidemment. Et là, mes parents ont eu cette intelligence de comprendre deux, trois choses. Ils n'étaient pas très instruits, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas intelligents, mais ils ont travaillé très tôt, comme beaucoup de leur génération. Et là, maman avait dit, les enfants, il faut que vous fassiez des études, lesquelles elle ne savait pas. Et ils ont eu l'intelligence aussi de comprendre que leur métier était terminé. Alors que ceux de ma famille ou des amis qui étaient très proches, qui ont essayé de perdurer dans ce métier-là, eh bien, vous savez, ils sont allés de plus en plus loin, la banlieue gagnait, c'était la fin des Halles de Paris, j'ai connu le ventre de Paris, et il fallait aller à Rungis, donc les logiques n'étaient plus du tout les mêmes, et c'était catastrophique. Donc je n'avais pas la capacité de conceptualiser, de le comprendre comme aujourd'hui dans mes paroles, mais très clairement, il y avait un ressenti très fort qui m'a suivi toute ma vie, et ce qui m'a amené des fois à faire des choses qui auraient été insensées. Je donne un seul exemple. Quand beaucoup plus tard, on y reviendra peut-être, je suis parti aux États-Unis, je ne parlais pas anglais, mais personne n'allait faire des post-docs comme on dit aujourd'hui. On est au début des années 80. J'ai attrapé toutes les bourses que je pouvais. J'ai pas passé l'examen du TOEFL, comme on l'appelle aujourd'hui, parce que ça se faisait pas, ou en tout cas on s'en foutait, il n'y avait pas grand monde qui y allait. Et là, ma femme était enceinte de notre premier enfant. Je n'avais qu'une demi-bourse possible. C'est elle qui faisait bouillir la marmite, comme on disait à l'époque. Et on s'est regardés, elle et moi. Y aller raisonnablement, c'était complètement aberrant. On était enceinte de notre premier enfant, pas de revenus, quasiment pas. Mais ne pas y aller, on savait qu'on le regrettait toute notre vie. En fait, on s'est regardé, on n'avait même pas discuté. Nous y sommes allés. Donc voilà, ça m'a vraiment formé par rapport au monde qui change. Alors justement, après, on en vient à vos études. Vous assistez, et là c'est le second événement auquel vous êtes très sensible, vous êtes en thèse, vous assistez au Musée de l'Homme à votre première réunion scientifique de paléoanthropologie et de préhistoire. Et un homme vous est présenté ce soir-là qui va éclairer votre trajectoire qui est alors en germe. Qui est-il ? C'est monsieur Yves Coppens, c'est le professeur Yves Coppens, qui venait évidemment de rentrer à l'Académie des sciences, professeur au Collège de France, et cette Société d'anthropologie de Paris, alors ça c'est important de le rappeler, c'est 1859, l'année des Trois Glorieuses, c'est-à-dire la publication du livre de Charles Darwin sur l'origine des espèces. C'est un groupe de savants anglais, et pas des moindres, qui va sur les terrasses de la Somme, il traverse le Channel pour valider les travaux de Boucher de Perthes sur la naissance de la préhistoire. Et c'est la création de la Société d'anthropologie de Paris. Donc c'est vraiment absolument énorme. Et moi, je venais de physique théorique. J'ai commencé mes études en physique théorique et je m'orientais donc déjà en paléoanthropologie. Et je devais être présenté donc au professeur Coppens. Alors moi j'avais une éducation, vous savez aussi, on dit bonjour, on est poli, on essaye d'être modeste, on ne se met pas en avant. Voilà. Et je devais être présenté par le professeur Bernard van der Merch, qui était mon premier patron et qui va lancer d'ailleurs tout ce qui va se passer par la suite sur la découverte de Néandertal et nos relations avec eux. Mais là nous sommes donc en 1981, 1979 ou 80, je ne sais plus exactement. Et la soirée dure, nous sommes dans l'ancien musée de l'Homme, c'est vieillot, c'est une ambiance un peu Belphégor. Alors les jeunes ne connaissent pas cette série, mais c'est préhistorique. Donc ambiance très sombre au mois de novembre, et tout le monde s'en va, parce qu'il est tard. Et là, je me dis, est-ce que je me présente au professeur Coppens? Il ne me connaît pas du tout. Tout le monde s'en va, et j'ai dit, écoutez professeur, je suis désolé, comme là il est un peu tard. Mon nom est Pascal Pic, je devais être présenté par le professeur Van der Merch, qui s'excuse, il a dû partir. Je voulais simplement vous dire mon nom et j'irai m'inscrire par rendez-vous au secrétariat. Il me regarde avec sa bonhomie, il me dit « Mais je vous en prie, asseyez-vous ». Et 2 jours plus tard, j'avais dans ma boîte aux lettres d'étudiants, on n'a pas grand-chose, tous ces articles et tous ces livres. Voilà. Et c'était parti. Allez, à Jacques Une vocation était tracée. Elle était confirmée. En 2006, vous recevez le Grand Prix Moron de philosophie et d'éthique de l'Académie française pour votre essai « Nouvelle histoire de l'homme », sorti en 2005 chez Perrin. Cette consécration met en lumière une enfance finalement bien peu préparée, bien peu équipée pour un tel cheminement. Et c'est le moment aussi où votre carrière universitaire va se briser. Se briser, je ne dirais pas ça, mais j'étais vraiment parti aux États-Unis, je l'ai déjà un petit peu évoqué, j'ai fait beaucoup de travaux, donc publications internationales, sur des domaines très pointus. Alors, je vais le lancer, biomécanique morpho-fonctionnelle, voilà, ça vous classe son homme dans un dîner en ville. Bon, c'est tous les enjeux de massoir, de mastication, reconstituer le régime alimentaire. Et puis, j'avais découvert à cette occasion les singes et les grands singes, ça me passionnait. Et une amie, donc, que je vais citer, qui s'appelle Marie Leroy, qui est éditrice maintenant chez Flammarion, m'écoutait dans les conférences. Elle m'a dit « Il faut vraiment que tu fasses un essai
sur l'apport de ta discipline dans les problématiques actuelles de société, d'humanité, de changement, etc. J'ai un bac scientifique et technique, j'ai fait la physique théorique, je lisais Edgar Morin, je lisais Michel Serres, je n'avais pas tout compris, mais néanmoins, je les rencontre à cette occasion. Et j'ai écrit cet essai qui s'appelle « Nouvelle histoire de l'homme », et je suis aperçu que, plus ou moins consciemment, Claude Lévi-Strauss, dans une interview en 1981, avait dit « Il faut écrire une nouvelle histoire de l'homme », c'est-à-dire les apports de l'ethnologie et de l'ethnographie dans les enjeux de nos sociétés modernes et la transformation du monde. Et j'ai fait la même chose avec la paléanthropologie, certainement en ayant lu Lévi-Strauss, mais j'avais un petit peu oublié, mais je vais restituer un peu les choses plus tard. Et j'ai écrit cet essai qui a rencontré ce grand prix Moron de philosophie d'éthique de l'Académie française. Je ne dirais pas que c'était une consécration, ça l'est, compte tenu de mon parcours, bien évidemment. Mais c'était plus que cela, ce qui va conditionner certainement toute la suite de cet échange, comment la paléanthropologie pouvait participer, contribuer à comprendre les changements du monde, ses évolutions et tous les problèmes que connaissent encore nos sociétés et le devenir de l'humanité. Alors ça nous permet d'en venir directement bien sûr au cœur de notre entretien qui consiste à comprendre de votre point de vue le moment que nous vivons, le moment que nous changeons nous-mêmes d'ailleurs. Que dirait Charles Darwin du moment que nous traversons ? Eh bien, pas de panique. Nous sommes dans une période de l'évolution, ce qu'on appelle les équilibres ponctués. Dans les années 1980, avec Stéphane Jay Gould, qui est quand même bien traduit en France, mais il n'y avait pas que lui, bien évidemment, nous sommes une communauté scientifique, nous avions compris que l'évolution n'était pas un long fleuve tranquille, qu'il y avait des périodes de relative stabilité, des périodes de progrès, celle qu'a connue ma génération, soyons très clairs, et des périodes entrecoupées de changements très rapides. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Et l'évolution procède par des périodes donc, de choix, de sélection rapide, ce que Joseph Schumpeter, au passage, en s'inspirant de Charles Darwin, ça c'est un peu oublié d'ailleurs, appellera les nouvelles synthèses ou les synthèses créatrices. Et de fait, aujourd'hui, il y avait déjà des tendances très fortes, très marquées sur l'évolution de nos sociétés, donc sociologie, sur l'évolution de l'environnement, sur l'environnement des biodiversités, ça on est bien d'accord, mais aussi des tendances dans le monde économique au niveau des entreprises, c'est-à-dire qu'il y avait une prise de conscience dans le monde entier. Le World Economic Forum, connu sous le nom de Davos, le Business Roundtable de New York, le Green Deal, le pacte vert pour l'Europe, la loi sur les entreprises à mission en France. Donc tout ça émergeait partout dans le monde. Donc vous aviez ces tendances endogènes, qui n'était pas encore majoritaire, mais on sait qu'il fallait aller là. Et vous avez un facteur exogène qui est intervenu brutalement là-dedans, c'est la Covid-19. Et là, effectivement, ça s'appelle la sélection naturelle. Et la sélection naturelle, il faut bien comprendre ce que c'est. Ce n'est pas la loi du plus fort, ce n'est pas l'élimination, c'est comment favoriser par rapport à ce qui existe déjà les tendances qui vont créer, qui vont fonder l'adaptation pour le monde de demain. Et nous sommes exactement en plein dedans. Donc on appelle ça une crise. En fait, c'est une période tout à fait normale qu'on en a connue depuis 2 millions d'années dans l'histoire de l'évolution humaine et toutes les autres espèces. Et derrière cela, il y a aussi une dimension supplémentaire qu'on appelle la coévolution pour l'espèce humaine. C'est que nous devons nous adapter, comme les autres espèces, aux conditions de l'environnement, la biodiversité, etc. Mais en plus, aux environnements que nous créons avec nos innovations techniques, culturelles, économiques et politiques. Mais alors cette pandémie-là, que dit-elle d'abord de l'état de la planète, mais aussi de notre propre rapport au monde? Et je fais bien sûr référence à la manière dont nous réagissons individuellement, collectivement, la manière aussi dont cette pandémie questionne l'ensemble de nos systèmes de consommation, de production, de commerce. Qu'est-ce qu'elle nous dit de notre rapport au monde aujourd'hui? C'est que nous sommes allés trop loin. En définitive, une fois de plus, ces tendances, on savait que ça dépassait donc les limites de ce qui était acceptable pour la planète ou même nos sociétés. Tout ceci était donc plus que saillant, mais en l'occurrence, il met l'accent sur cette aptitude ou cette non-aptitude qu'ont les sociétés humaines à ne pas comprendre que leur succès va être la cause des changements auxquels elles vont être confrontées. On comprend bien que des changements dans l'environnement nous amènent à changer. On comprend bien que des changements dans l'écosystème puisse nous amener à changer, comme la Covid-19. Mais on a du mal à comprendre que le succès est la condition première qui nous amène à penser le changement. Et darwinien, c'est se poser la question de savoir à partir de quand je suis capable de comprendre que ce qui a fait mon succès jusqu'à présent ne suffira pas demain. Donc nous vivons sur les adaptations du passé, il faut construire celles de demain. Et en l'occurrence, il est incontestable que la mondialisation à partir des années 90 a apporté quand même beaucoup de choses positives.
Mais l'évolution est toujours un compromis. Et de ce fait, on n'a pas vu arriver les inconvénients qu'on voyait émerger avec le tourisme de masse, par exemple. Avec les vols, avec l'aviation et les vols de plus en plus aberrants, enfin des billets d'avion à 20 euros, moi je trouve ça aberrant, je suis désolé, parce que c'est même pas le coût carbone, vous voyez, il y a vraiment des problèmes. On est allé trop loin dans cette logique. Alors cette logique a apporté beaucoup de choses, mais on n'a pas été capable, malgré déjà les constats, malgré déjà les analyses, à se dire, attention, il faut qu'on arrête. Et voilà comment nous sommes. Il faut que nous soyons confrontés à un facteur exogène dont nous sommes plus ou moins quand même responsables. On n'est pas responsable du coronavirus, mais de fait d'aller dans ces écosystèmes où ces coronavirus existaient déjà et qui soient connectés d'un coup. On a favorisé quelque part, Voilà, sans doute, l'émergence, donc ça, c'était pas de conscient, soyons très clairs. Mais globalement, il y a des choses dont on était conscience, dont on avait conscience, mais qui, voilà, on attendait, peut-être qu'on va continuer encore. Et voilà, d'un seul coup, ce facteur exogène est venu nous amener rapidement à réfléchir à ce que nous faisions et à construire un monde qui soit différent. À propos de réfléchir, et vous dites, il faut que nous réfléchissions aussi à demain. Souvenons-nous, au printemps dernier, il avait été très souvent question du monde d'après. Et pendant le premier confinement, nous avions, beaucoup d'entre nous, manifesté un formidable enthousiasme et beaucoup d'espérance. L'espérance que nous allions apporter une véritable riposte au dépérissement de notre époque. Un an plus tard, la plupart de ces belles promesses se sont évanouies. Est-ce que vous gardez encore espoir que cette pandémie puisse servir à quelque chose? De toute manière, il n'y a pas le choix. Dans l'évolution, comme dans l'histoire d'ailleurs, on ne revient jamais en arrière. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas à inventer les solutions. Elles sont là, elles existent. En ce moment, on parle beaucoup du télétravail. Au début, tout nouveau, tout beau. Parce qu'en fait, les routines que connaissaient les personnes dans l'entreprise se sont décalées à domicile, pas toujours dans les meilleures conditions, si on a des enfants jeunes ou pas, si on a un grand appartement ou pas. Mais tout nouveau, tout beau, on s'est dit, voilà, on va trouver des tas de solutions, on va moins se déplacer, on va gérer notre temps, etc. etc. Et puis, vous voyez, ça n'a pas traîné. 2 mois plus tard, on a commencé à avoir les inconvénients, à la fois pour les personnes et pour les entreprises. Donc, maintenant, est-ce qu'il faut rejeter et revenir tout en présentiel, par exemple? Non, pas du tout. Il va falloir que nous soyons capables de mettre en place de nouveaux équilibres dans ces tendances, dans cette nouvelle façon de faire. Et ce que les Américains ou les Anglo-Saxons appellent « the new normal », j'aime pas du tout ce terme, mais en l'occurrence, ce monde qui vient ne va pas être tout à fait le même. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est que bien sûr, il y avait beaucoup plus de métiers ou de tâches qui pouvaient se faire à distance, mais lesquels ? Mais ça, ce n'était pas nouveau comme débat. Déjà, c'était le débat avec l'automation, avec l'intelligence artificielle. Le débat n'est pas nouveau. Il est simplement réanimé ou stigmatisé par le télétravail. Mais il y a autre chose. Dans la crise, on s'est aperçu que ces métiers dits maintenant de premier et de deuxième rang, plus occupés par des femmes au passage, qui sont en contact des personnes, eh bien, avaient une valeur sociale beaucoup plus importante qu'on ne l'avait accepté, parce qu'on voit toujours les changements du côté des technologies, des nouveaux métiers, ce qui est très bien, parce que c'est ça qui va changer en partie notre monde, mais on ne voit pas quand même que notre société, ce n'est pas faire que du nouveau. Il y a des socles qui sont absolument importants, des enjeux anthropologiques majeurs, et on le voit bien ce que ça a coûté le confinement en termes de coûts de relations sociales. L'épouillage est essentiel pour nos relations sociales, pour notre qualité cognitive et pour notre bien-être. Et comment trouver des rééquilibres? Et là, je vois bien qu'aujourd'hui, l'enjeu de la discussion, ça va être comment concilier ces métiers qu'on appelle de l'économie de frontières, donc ces nouveaux métiers qui vont se développer, avec les nouvelles technologies, qui sont plus nouvelles d'ailleurs, et tout en assurant quand même un socle anthropologique nécessaire à toute reconstitution d'une société. C'est ça l'enjeu. L'enjeu de la discussion il est aussi d'ordre scientifique. Vous êtes scientifique. 1 an après l'éruption de la crise, diriez-vous que la crédibilité, l'autorité de la science, la confiance en la science ont gravement régressé? Non, il y a un jeu des médias qui est assez désagréable dans cette affaire-là. Et je rappelle très clairement que tout de même, vous vous souvenez, on disait que jusqu'à présent, pour sortir un vaccin, il fallait 2 ans. En 6 mois, 9 mois, nous sommes avec plusieurs vaccins. Et je vais vous dire d'un point de vue scientifique ce que ça veut dire. En tant que scientifique, qu'est-ce que ça signifie? Et surtout scientifique évolutionniste. Ce coronavirus, il a une polysymptomatologie qui est absolument terrifiante, sur les comorbidités, etc. Donc, en définitive, on n'a pas coévolué avec les coronavirus. Nous avons coévolué avec les virus de la grippe, mais pas avec celui-là. Donc, on ne sait pas encore ce qui se passe sur les Covid courts, les Covid longs. Donc, tout ça, voilà, va poser énormément de difficultés. Mais la bonne nouvelle, c'est le fait d'avoir différents types de vaccins
qui vont agir différemment sur nos systèmes immunologiques. C'est la meilleure réponse possible à quelque chose dont nous ne maîtrisons pas complètement l'étendue en termes donc de symptomatologie et de pathologie. Et là, les scientifiques ont fait leur job. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mauvaise compréhension, une mauvaise gestion aussi, parfois volontaire, entre le monde des scientifiques, le comité scientifique, et le monde des politiques. Et à partir de là, donc, il était quand même assez commode pour les politiques ou certaines politiques de se dire « Ah ben le confinement, c'est pas nous, hein, c'est les scientifiques, je suis désolé, vous voulez faire qu'un virus ne se diffuse pas, vous confinez. Il n'y a pas d'autre solution. » Mais dites-moi, même les pays qui n'ont pas confiné, ils ont confiné. Maintenant, d'un autre côté, ça, c'est la première réponse, c'était le premier confinement. Après, on s'aperçoit qu'il y a des enjeux sociétaux, des enjeux psychosociaux qui sont vraiment importants. Et là, c'est le rôle d'autres scientifiques d'intervenir et ensuite aux politiques de prendre la décision. Ça ne veut pas dire que les scientifiques nous disent ce qu'il faut faire et ensuite on s'en lave les mains. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais derrière cela, il y a eu quand même un jeu assez pervers où, et je le dis très clairement, le fait que le président de la République est allé voir monsieur le professeur Raoult, qui était quand même très contesté par la communauté scientifique, et qu'ensuite, d'ailleurs, je me souviens du Premier ministre qui avait été un petit peu agacé, monsieur Édouard Philippe à l'époque, qui au passage n'a pas démérité dans cette affaire, mais qui s'était agacé en disant « Mais voyez, mais les scientifiques ne sont pas d'accord ». Non, il s'est passé qu'une partie du monde politique et une partie des médias a mis en avant des hommes et des femmes scientifiques qui contestaient la vaccination, on en paie les conséquences, qui contestaient la gravité de la Covid, et ensuite en disant « Ah ben voyez, ils ne sont pas d'accord ». Non, je suis désolé, l'ensemble de la communauté scientifique était relativement d'accord sur les enjeux, ce qu'il fallait faire. Donc, voilà, la difficulté, la leçon, pour terminer sur cette question-là, la leçon est qu'il y a une incompréhension sur la démarche scientifique, c'est vrai, en ce sens où il y a ce qui est acquis, et il y a l'exercice de la recherche, qui est à la limite des connaissances, et qui fait l'objet d'hypothèses, de contre-hypothèses, etc. Et d'un seul coup, ces deux aspects, entre les acquis de la science, notamment médicale, et biologie et médecine, et la manière dont se passe la recherche, fonctionnent sur des logiques épistémologiques qui ne sont pas du tout les mêmes que celles auxquelles les politiques doivent répondre. Et ça, c'est très important. Et les médias, évidemment, ont des rapports à la connaissance, à l'information, qui ne sont pas les mêmes que les problématiques des scientifiques. C'est ça qui est... Juste avant de creuser le rapport entre la sphère scientifique et la sphère politique, une question sur les médias, parce que vous venez de faire rapidement référence. Les médias, depuis un an, nous enferment totalement, nous réduisent notre quotidien à la pandémie. Exact. Sont-ils en train de réduire notre perspective d'avenir et même notre capacité de penser demain? Sont-ils en train de les réduire à la pandémie? Je vais vous répondre en tant qu'éthologue. Je ne suis pas éthologue, mais je connais bien l'éthologie, donc l'étude du comportement des autres espèces. Il y a deux types de comportements. Ceux qu'on appelle des causes immédiates. L'environnement change brutalement. Il faut répondre le plus rapidement possible à ces nouvelles contraintes, à ces stimuli. Et donc, on va répondre comment? À partir donc de nos acquis, de nos caractéristiques physiologiques, épidémiologiques face à un nouveau virus, ou en fonction de solutions politiques et sociales que nous connaissions, que nous maîtrisons. Et puis, il y a les causes ultimes. Les causes ultimes, c'est parmi les décisions que nous allons prendre, quelles sont celles qui vont participer de l'adaptation du monde à venir. Et il y a un énorme décalage, effectivement, entre le monde scientifique, qui, lui, est quand même fondamentalement engagé sur la compréhension des causes ultimes, quels sont les véritables enjeux scientifiques, quels sont les enjeux en termes de virologie, de médecine, de soins, voilà. Construire donc une réponse cohérente et adaptative à la contrainte que nous subissons. Et puis d'un autre côté, eh bien, les médias, avec la pression des réseaux, en plus ça n'arrange pas les choses, c'est quand même pas facile. Et puis les politiques sur les mandats courts, qui eux sont plus dans les causes immédiates. Donc c'est ce décalage entre les causes ultimes et de se dire, attendez, nous on est en science, c'est l'état actuel des connaissances, mais on n'est pas certain de ce qui va se passer, mais attendez, on va trouver des choses. Et de l'autre côté, un monde des médias et un monde de plus en plus politique sur les mandats courts, qui est évidemment directement en contact des attentes du public, des inquiétudes, on le comprend bien, qui lui est plutôt sur les causes immédiates. Donc il faudrait quand même rétablir un petit peu, je ne dirais pas d'équilibre, parce que ce sont deux aspects indissociable de notre manière de réagir, mais d'avoir une meilleure compréhension donc, entre ces deux contraintes face au changement. Tout à l'heure, vous évoquiez le chef de l'État. Le 29 janvier a marqué un tournant. Ce jour-là, en refusant le confinement, il a arbitré en faveur de la cause économique, contre la cause sanitaire et contre l'avis d'une grande partie des scientifiques, y compris du Conseil scientifique. C'était un tournant d'un point de vue pragmatique, mais aussi d'un point de vue éthique. Est-ce que vous soutenez justement cet arbitrage? Absolument. J'appelle ça le pari de Macron, parce qu'il a saisi d'un coup
que le rôle du politique, c'était par-delà tous les conseils qu'on peut avoir, même de la part du conseil scientifique, il avait des décisions à prendre en tant que responsable de la société, parce qu'il y a d'autres enjeux sur l'économie. Alors, il ne faut pas non plus aller dans la dérive de Bolsonaro au Brésil, qui dit l'économie d'abord, et puis qu'importe, ça peut être pire, ou Donald Trump a été sur ces positions-là. M. Macron n'est pas du tout sur ces positions-là. Mais il aurait pu perdre ce pari. Aujourd'hui, à la date qui nous réunit, il semble que ce pari va être gagné avec la vaccination, mais il y a quand même des enjeux derrière. Et je crois qu'effectivement, là, c'est intéressant parce qu'il n'a pas remis les scientifiques à leur place. Les scientifiques sont très clairs, sont dans leur rôle en disant que la meilleure solution, c'est confiner. Mais ça, ce sont les médecins, les virologues, les épidémiologistes. Maintenant, des scientifiques qui sont dans les sciences sociales et cognitives nous disent « Attention, il y a des problèmes de traumatisme social, etc. Si votre système immunologique s'écroule parce que vous avez moins de contact social, vous êtes stressé, etc., vous serez plus sensible au virus. Et puis, il y a les conditions économiques. » Et là, je crois qu'effectivement, ce que j'appelle le pari de Macron, ça aurait pu ne pas réussir. Mais même si ça n'avait pas réussi, on ne sait pas si ça va réussir d'ailleurs, on est au milieu du chemin, mais je crois qu'effectivement, ça va permettre, par rapport à ce que nous évoquions, à bien, je l'espère, resituer ce qu'est le rôle des scientifiques, resituer le rôle du politique, et évidemment de tous les acteurs de la société sur ces questions-là. Avant d'évoquer avec vous justement le vaccin, parce que le vaccin est assez symptomatique, assez emblématique même de la pensée darwinienne, un mot sur les libertés, parce que depuis un an, nos libertés sont mises à l'épreuve, bien sûr, et c'est aussi le cadre qui les protège et qui leur assure d'exister, la démocratie, ce cadre-là, ce support-là qui est en question. Notre espace de liberté s'est considérablement rétréci et cette compression sollicite le fonctionnement, l'agilité, les facultés d'adaptation de la démocratie. Cette démocratie est-elle à la hauteur de l'enjeu considérable aujourd'hui qui s'impose à elle ? Je crois qu'il y a eu un manque d'appréciation. Le premier confinement, tout de même les jeunes ont accepté. Et je rappelle, ce qui n'est pas qu'à ma génération. Je suis un baby-boomer, je n'ai pas connu la guerre, soyons très clairs, mais mes parents l'ont connue, et mes grands-parents, je les ai connus, et eux, ils en ont connu deux. Et donc, il y avait en tout cas un souvenir dans les discussions familiales, dans les années 50, quand même, de ce qu'était la guerre, les privations, la perte de liberté. Voilà, c'était quand même une autre affaire que cela. Et puis voilà que les jeunes générations ont largement accepté le confinement et ont respecté les règles. Le problème était à la suite. C'est-à-dire que on n'a pas bien compris qu'il y avait eu un consentement. C'est-à-dire que toutes les générations ont accepté, pour la santé publique, le bien public, pour la société, que nous puissions restreindre nos libertés. Mais après, il y avait des leçons à tirer de ce premier confinement. Et moi, je pense très sincèrement qu'on a très vite découvert que les jeunes générations étaient moins sensibles à ce virus, qui d'ailleurs qui contamine de près, que les personnes plus âgées. N'aurait-il pas été plus pertinent de se dire, mettons en place, comme on l'a fait pour les EHPAD après, on s'est aperçu que pour les personnes âgées, c'était très important de voir à nouveau leurs proches, d'avoir à nouveau du contact social. En mettant, comme en Corée du Sud, comme les pays asiatiques, qui eux ont connu d'autres épidémies, que l'on pouvait continuer les activités économiques et sociales, mais en instaurant effectivement ces gestes barrières, ces règles qui peuvent être consenties. Maintenant, d'un autre côté, je ne vous cache pas mon agacement du côté de beaucoup de sociologues et de philosophes qui disent « non, oui, c'est une atteinte aux libertés, etc. » Attendez, c'est que la santé entre nous, c'est comme le permis de conduire. Je veux dire, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Et on accepte bien ces règles, sinon on ne peut pas rouler. Sinon, c'est l'anarchie et évidemment, c'est beaucoup d'accidents et beaucoup de problèmes. Eh bien, il va falloir réapprendre, peut-être, dans nos sociétés qui ont connu jamais autant de liberté que dans l'histoire de l'humanité, peut-être, qu'à un moment donné, il va falloir que nous acceptions quelques restrictions qui, je ne suis pas philosophe, mais quand même, comme disait Emmanuel Kant, c'est ma liberté s'arrête là où j'empiète celle des autres. Et c'est-à-dire que retrouver, donc, non pas un code de bonne conduite, ça fait un petit peu dictatorial, hein, c'est pas du tout mon propos, et un petit peu moraliste, mais se dire, j'ai consenti et je peux moi-même mettre en place des comportements qui permettent, en effet, d'à la fois de continuer mes activités avec quelques restrictions et de permettre de revivre avec les autres. Et ben, je crois qu'effectivement, c'est repenser le périmètre de ma liberté, ce n'est pas frustrant, mais c'est là qu'il faut faire appel, effectivement. Mais par contre, effectivement, si on est dans l'attitude de réimposer les choses sans tenir compte des leçons à tirer du premier confinement ou des expériences dans les autres pays, là, effectivement, ça peut être perçu différemment comme une atteinte à ma liberté. Alors, vous parlez de cette jeunesse qui a parfaitement accepté le confinement il y a un an. Aujourd'hui, on le voit, on le sait, et les études le démontrent, on est en train d'assister
peut-être pas à une fracture, mais en tous les cas à une fissure intergénérationnelle, parce que ces jeunes tolèrent de moins en moins justement les injonctions qu'ils subissent, alors qu'ils sont eux-mêmes beaucoup moins vulnérables au virus. En tant que sexagénaire, père, grand-père, mais bien sûr aussi en tant qu'anthropologue, comment vivez-vous cet enjeu de solidarité intergénérationnelle qui est en question aujourd'hui ? Et la question, c'est, finalement, on a fait le choix pour la vie des seniors. Est-ce qu'il est l'heure de faire le choix pour la vie des jeunes ? Alors, d'abord, il y avait le problème, effectivement, pas assez de vaccins. Ça, on est bien d'accord. On a eu plein de vaccins pour tout le monde. La question ne se posait pas, mais voilà. Les contraintes sont là et il était très clair qu'on n'allait pas y échapper. Maintenant, il est vrai que monte depuis quelque temps, tout de même, des débats, des controverses sur un conflit intergénérationnel entre les baby-boomers, donc ma génération, qui n'auraient pas fait attention, qui auraient beaucoup trop fait, etc. Et puis, des jeunes qui disent « Oui, mais attendez, regardez dans quel état vous avez mis la planète. » Je pense à Greta Thunberg. Je comprends cette génération de manière très claire. Mais moi, je le rappelle gentiment que ces jeunes aujourd'hui, qui nous ont accusés de trop consommer, un jeune de 30 ans aujourd'hui a déjà beaucoup plus consommé que moi dans toute ma vie. Donc, attendez, on les a amenés là, hein, on les a éduqués comme ça, hein, soyons très clairs. Donc, on les a même enfermés là-dedans. On les a enfermés là-dedans. Maintenant, soyons très clairs, on ne va pas s'en sortir dans un débat intergénérationnel en accusant les autres. Donc, c'est toujours cette histoire qu'avait très bien décrit le professeur René Girard du bouc émissaire. Donc, on ne s'en sortira pas. Chaque génération essaie de faire de son mieux. Elle n'a pas fait parfaitement. Et les jeunes générations vont effectivement connaître des choses formidables et d'autres choses effectivement qui sont compliquées comme autour de la dette, etc. Maintenant, sur ces vaccins, en effet, moi je me pose la question, est-ce qu'il était après le premier confinement pertinent de bloquer les forces économiques vives alors que ces jeunes sont moins contaminés et contaminables, qui sont capables de respecter les gestes barrières, on l'a vu, et de telle manière qu'effectivement l'économie puisse avoir une capacité de rebondir. On a fallu réfléchir effectivement sur ces forces économiques et on le voit bien aujourd'hui qu'on a besoin de cette économie parce que nos sociétés ne peuvent pas tenir comme cela. Et ça nécessitait effectivement un accompagnement. Si on présente les choses en disant « vous faites cela, mais c'est une atteinte à vos libertés », non. Mais être capable de rechercher le consentement, ça aussi c'est un texte absolument merveilleux de Claude Lévi-Strauss, je suis anthropologue, Claude Lévi-Strauss, dans Titre utopique, il dit « voilà, qu'est-ce qui fait qu'une société fonctionne dans ses diversités, ces différentes formes de pouvoir, ces différences entre les différents acteurs, entre les hommes et les femmes évidemment, et les générations, c'est le consentement. » Donc, oui, mais effectivement, là, ce qui a été imposé a amené effectivement à basculer de l'autre côté en disant bah oui, on privilégie certaines catégories et pas les autres. Et là, on a perdu le consentement. Mais à propos de consentement, est-il à vos yeux tolérable, et toujours au nom de cette solidarité intergénérationnelle, est-il tolérable aujourd'hui à vos yeux qu'un soignant, qu'une personne âgée, qu'une personne vulnérable refuse de se faire vacciner ? Non, moi je pense que très clairement, c'est à défaut de compréhension de cette maladie, et en plus de ça, c'est mettre en danger les autres. Si vous refusez de vous vacciner, ce dont vous avez le droit, à ce moment-là aussi, acceptez d'être plus confiné. C'est le débat qu'on va avoir sur le passeport sanitaire. C'est le débat un peu ridicule que j'ai trouvé, sous prétexte que les gens sont contre la vaccination. On va essayer de les convaincre, mais attendez, tous ceux et toutes celles qui voulaient être vaccinés, eux, je ne vois pas pourquoi ils auraient attendu à cause de cela. Vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner, mais il faut que vous en assumiez les conséquences en termes de responsabilité vis-à-vis des autres personnes, aux entourages et des personnes plus largement. Donc, c'est ça qui m'agace un petit peu, c'est que les personnes qui refusent de vacciner, c'est au nom de préceptes en disant c'est ma liberté, mais je rappelle que nous vivons dans des sociétés et que quand on vit en société, eh bien, nous avons des enjeux de responsabilité vis-à-vis des autres. La manière dont le vaccin se développe est créée, la recherche, la production, les coopérations, l'absence de coopération aussi, les rivalités, y compris géopolitiques. Qu'est-ce que tout cela nous dit de l'esprit de Darwin ? Et je rappelle que l'esprit de Darwin, c'est le préfixe « co ». Oui. À part coopération, co-élaboration, cooptation, coopétition, à partir duquel on construit l'innovation. Oui. Oui, en effet. Donc, on a vu sur le vaccin, donc, et ça c'est quand même surprenant, de constater combien dans les différents pays du monde ont été proposées des solutions avec différents types de vaccins en Chine, en Russie, en Europe, en Amérique du Nord. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est un papier dans The Economist qui justement évaluait
le dynamisme et la capacité d'innovation de trois grands types de libéralisme que nous avons aujourd'hui. Celui qui est très libre entreprise et libéral de l'Amérique du Nord et de l'Angleterre, celui beaucoup plus contrôlé et encadré qui est le nôtre en Europe, et celui de la Chine, évidemment, ou de la Russie, qui lui est vraiment très cadré. Et la leçon que j'en tire, et ça c'est très darwinien, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de trouver des solutions. Et ça, je crois que c'est assez intéressant. Et c'est un assez bon constat par rapport à ce qu'on a connu juste avant la crise du Covid. Vous vous souvenez, quand le mur de Berlin est tombé, ensuite la Chine et l'Inde donc, étaient des pays dits émergents, et Francis Fukuyama avait dit que c'est la fin de l'histoire, comme s'il n'y allait y avoir qu'un seul modèle économique et sociétal à l'échelle de la Terre. Moi, j'y ai jamais cru, parce que ça ne s'est jamais passé comme ça dans l'histoire ni dans l'évolution. Et on voit qu'à la faveur de cette crise, eh bien malin qui pourrait dire qu'il y a un système qui est meilleur que l'autre. Et donc là, on s'aperçoit qu'il y a différents types de coopération, différentes façons de faire qui sont là. Et c'est une richesse pour notre avenir à tous. Donc, comment aujourd'hui, à l'échelle de l'humanité, mettre en place, comme dirait Edgar Morin d'ailleurs, une politique de civilisation à l'échelle mondiale, qui tient compte des diversités. Et ça, vous voyez, c'est un darwinien, et même très Lévi-Straussien. Lévi-Strauss disait que non, il faut arrêter de hiérarchiser, les autres cultures ont trouvé d'autres façons d'agir vis-à-vis de la société, de la politique, de l'environnement. Elles ne sont pas toutes parfaites, loin de là, mais toutes sont des expériences qui participent donc du génie humain. Et donc, je crois que c'est la grande leçon qu'on peut tirer de cela. Soyons capables de sortir quand même. Et nous, les Occidentaux, soyons très clairs, avec l'idéologie de progrès, le racisme, le colonialisme, le sexisme, on a quand même été les artisans d'une vision du monde qui quand même s'est écroulée, on ne l'a pas vu venir, à la fin du XXe siècle, donc à la fin des années 1900, et qui nous amène encore à ne pas voir ce qui se passe dans les expériences des autres pays. Hein, ça traîne encore chez nous, ça c'est un vrai problème. Mais qu'en l'occurrence, cette uniformisation qui nous inquiétait, nous, beaucoup, les évolutionnistes, parce qu'on s'est dit, attendez, toutes les coalitions sont réunies, moins de diversité, des gens qui se déplacent à toute vitesse dans le monde entier, des vols et des transports absolument à une échelle comme jamais auparavant. On va dans des écosystèmes où malheureusement on les perturbe, il y a des agents pathogènes qui sont là et qui traînent. On le savait déjà avec Ebola, on le savait avec le SRAS, mais là évidemment c'est la Covid-19. Nous, on savait très bien que ça allait apporter un jour ou l'autre le problème. Quand, à quelle heure, de quelle manière? Non. Mais c'est les algorithmes darwiniens. Ça veut dire que toutes les conditions étaient réunies pour que ça se déclenche. Et ça s'est déclenché. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on avait raison. Je suis en train de dire que ça participe d'une incompréhension totale de nos sociétés, qui sont toutes puissantes avec leur technologie, et qui sont en fait extraordinairement fragiles face à un événement exogène. Et la leçon qu'on peut tirer aujourd'hui, c'est comment établir dans le monde de demain, par rapport aux grands enjeux que nous avons sur les règlements climatiques. Mais je rappelle qu'il vient de sortir un rapport de l'Université de Cambridge, qui est dirigé par le professeur Partha Dasgupta, sur l'enjeu des biodiversités pour le monde de demain. C'est comme le rapport Jacques Stern, vous savez, non pas Jacques Stern, non, Nicolas Stern, sur le climat. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a de véritables enjeux qui sont chiffrables. Il est peut-être un petit peu dommage qu'on soit obligé de chiffrer le coût économique des dérèglements climatiques et des biodiversités pour comprendre effectivement qu'il faut y aller très vite et changer nos modèles, en tout cas adapter nos modèles, ça c'est très clair. Mais la bonne nouvelle, me semble-t-il, de cette crise, indépendamment évidemment de tous les drames qu'on a pu connaître, il y a beaucoup trop de morts, etc., mais il y a quand même un enjeu, une leçon à tirer de cela, c'est qu'il n'y aura pas qu'une seule manière de l'aborder, que les différentes cultures, différents systèmes économiques peuvent nous aider, et qu'en l'occurrence, donc, on n'y arrivera que si on est capable de sortir de nos systèmes de vision hiérarchique de notre rapport aux autres cultures. Alors, à propos d'enjeux, à propos du système, nous quittons un système qui était le système du capitalisme industriel. Nous sommes pleinement entrés dans l'ère du capitalisme numérique. Et en un an, en fait, cette bascule s'est quasiment opérée. Alors, j'avais 2-3 questions autour de ce sujet qui est quand même assez central. D'abord, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que dans l'histoire, on a connu des bascules aussi radicales? Et puis aujourd'hui, on voit bien que, et là c'est à l'anthropologue que je m'adresse, on voit qu'aujourd'hui on peut travailler, apprendre, se divertir, consommer, s'informer, entretenir des relations sociales confortablement assis dans son canapé. Est-ce que c'est ça le progrès que nous prépare le capitalisme numérique? J'espère que non, parce qu'on a vu quand même pendant le confinement, surtout le premier confinement, combien ces réseaux sont d'une incroyable utilité pour accéder à la culture, pour échanger, pour faire des apéros, d'ailleurs, des visio apéros, etc. Mais ce n'est pas la solution.
Mais ça s'appelle du solutionnisme. C'est-à-dire comment les technologies, d'ailleurs c'est le grand credo des transhumanistes, c'est-à-dire que tous les problèmes que l'on a, on va avoir une réponse grâce aux technologies. Non, les technologies participent évidemment du progrès, mais ça en fait du progrès si ça s'inscrit dans un enjeu sociétal, anthropologique, politique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et derrière cela, en effet, nous restons des primates, hein, et on a bien vu comment la nécessité des contacts sociaux est absolument essentielle, d'aller marcher, de sortir. Donc là, l'idée de cette société dans laquelle on ferait tout via un écran n'est pas du tout viable pour personne. Les geeks, malheureusement, n'ont pas des vies très enviables, sur des tas de plans d'ailleurs, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc c'est pas cette société-là qu'il faut souhaiter, mais à chaque fois qu'on a eu ce qu'on appelle des révolutions technologiques généralisées, ou all-purpose technologies, c'était le cas de la vapeur, l'électricité, le pétrole avec les voitures. Aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît avec le numérique. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on connaît quelle transformation. Et maintenant, c'est comment l'intégrer dans un projet de société par rapport à ces grands enjeux à l'échelle planétaire. Parce que ce qui est nouveau aussi dans la crise qu'on vient de connaître, c'est qu'elle a été instantanée et quasiment simultanée à l'échelle de la planète. Donc, nous sommes tous concernés là. Il n'y a pas maintenant une partie du monde qui va dire au reste du monde ce qu'il faut faire. Bien sûr, chaque partie du monde va y contribuer. Mais c'est là comment être capable de définir. Et c'est pour ça que je vais oser quand même une expression. Est-ce que nous ne serions pas en train de connaître ce que j'appelle le 4e âge axial? C'est quoi l'âge axial? L'âge axial, ce n'est pas très connu dans la tradition de l'histoire française. C'est Karl Jasper, au milieu du XXe siècle, qui avait dit « Regardez ce qui se passe. Au premier millénaire avant Jésus-Christ, sont apparues dans différentes parties du monde des grandes civilisations, avec les grandes religions qui sont encore présentes chez nous et les grands systèmes philosophiques. Bouddha, Socrate, taoïsme, on oublie toujours les Amérindiens, mais c'est le cas aussi chez les Amérindiens. Et à un moment donné, un système économique, des modes de production qui étaient issus des agricultures, a basculé d'un seul coup dans ce qu'on va appeler les grandes civilisations. Alors moi, je pense que le premier âge axial, c'était quand même Sapiens. Alors je suis très concurrent avec lui, ça m'agace un peu, mais c'est quand même les excellents livres de Yuval Harari, lorsqu'il parle du phénomène Sapiens, entre 100 000 ans et 50 000 ans, là, il y a quand même un phénomène mondial où ce qui existait déjà, les expressions symboliques, des croyances, tout ceci va exploser et prendre de nouvelles formes. C'est ça, les synthèses créatrices de Schumpeter, mais qui vient de Charles Darwin. Le deuxième, c'est l'agriculture, les grandes civilisations. Le troisième, c'était mai 68. Ça peut vous surprendre. Mai 68, c'était partout dans le monde. Et pour des raisons souvent un petit peu différentes, la jeunesse. Est-ce que nous ne serions pas aujourd'hui dans le 4e âge axial, avec ces jeunes générations, si bien représentées par Greta Thunberg et bien d'autres, évidemment. Bon, elle a un petit peu l'égérie de tout cela, mais très bien d'ailleurs. Et en l'occurrence, ces jeunes générations qui ont quand même subi durement, peut-être plus que les seniors de ma génération, ce qu'on vient de connaître, ne sont pas à même sur les problématiques de l'environnement, les capacités de me mobiliser sur les réseaux, de créer une nouvelle démocratie. Mais 68, c'était le transistor. Alors, je dis pour les plus jeunes, c'était un appareil sur l'épaule qui était avec des piles. Hein. Ce n'est pas le transistor qu'il y a d'en haut dans un appareil numérique. Et qu'en l'occurrence, nouveaux moyens de communication, nouvelles diffusions d'informations, nouvelles connaissances, nouvelles capacités donc, de s'installer en réseau et de communiquer. Donc aujourd'hui, je peux apparaître un peu optimiste, mais je vois bien que... Non, mais pas d'optimisme au sens méthode Coué, soyons très clairs, mais on voit bien que les solutions sont là et que les jeunes d'aujourd'hui, je l'espère au niveau mondial, sont capables effectivement de peut-être participer à ce grand changement de civilisation, de politique de civilisation au niveau mondial. Et c'est pour cette raison que je ferai ce que je peux en tant qu'anthropologue pour y participer très modestement, mais effectivement de s'associer à cela. Hein, je me rappelle d'ailleurs, c'était sur l'expression de Jacques Attali, hein, qu'il avait écrit une brève histoire de l'avenir, si je me souviens bien. Il avait dit, c'est quoi le programme? Étienne Klein est sur cette position-là aussi, et moi-même d'ailleurs en tant qu'anthropologue d'harmonie évolutionniste. Le progrès, c'est quoi? C'est faire en sorte que nous puissions donner aux générations qui viennent la capacité qu'elles auront eux-mêmes de donner les possibilités aux générations suivantes de créer leurs propres adaptations. Ben voilà, si on est capable de faire ça, et je pense qu'on a les outils pour le faire. Est-ce que nous allons sortir différents? Ah oui. Ah oui, on va sortir différents de cette crise, c'est indéniable. L'arrogance que nous avions par rapport à la mondialisation, plus ou moins heureuse, qui a apporté des tas de choses, va nous amener à en tout cas être beaucoup plus modeste et surtout à bien comprendre que les environnements changent, que nous avons des impacts dessus, que nous devons installer une nouvelle solidarité intergénérationnelle, évidemment, entre les différentes parties du monde. Par exemple, sur les vaccins, c'est vrai qu'on peut se trouver un petit peu agacé par l'idée de se dire « Ok, c'est des grandes entreprises occidentales qui ont développé les vaccins, on n'en a pas assez pour notre pays,
Et puis voilà que M. Macron et d'autres, au niveau européen, nous disent « Ah oui, mais il faut qu'on pense aux autres pays qui n'ont pas ces possibilités-là. » C'est ce qu'a dit le pape François et c'est ce qu'a dit aussi M. Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU. Comment retrouver ces équilibres, etc. C'est pas facile à accepter pour nous quand même de se dire on a tout cela, on a les vaccins, mais il faut penser aux autres. Mais je crois qu'effectivement, la question est plus que légitime, soyons très clairs. Et je le dis, alors, je ne veux pas paraître égoïste, je suis vacciné. Alors je dis, il faut se vacciner. J'ai pas eu de passe-droit. J'ai appelé mon médecin et dit voilà, est-ce que. Elle a dit écoutez, oui, j'ai des doses, moi je ne veux pas les perdre. Venez. Et mon épouse aussi s'est fait vacciner. Donc on n'a pas cherché à passer avant les autres. Mais en l'occurrence, je ne serais pas vacciné. Je pourrais... C'est un peu légitime de me dire, mais pourquoi on pense aux gens d'Afrique et pas, et pas à nous? C'est un vrai débat aussi. C'est un vrai débat, un vrai débat de solidarité qui n'est pas ça. C'est pour ça que j'ai eu l'honnêteté de dire que j'étais vacciné. Je ne veux pas dire, attendez, soyons solidaires parce que je suis vacciné. Non, ce n'est pas du tout mon propos. Je pense qu'effectivement, j'avais déjà cette réflexion. Je suis vacciné depuis 3 jours. J'avais déjà cette réflexion auparavant. Alors, nouvelle séquence dans notre deuxième séquence dans notre émission. 3 questions liées à 3 livres que vous avez publiés, et notamment celui en 2020 chez Odile Jacob et l'évolution créée à la femme. Depuis l'éruption de la crise, la situation des femmes est sollicitée et pas quand bien. Les violences conjugales se sont multipliées. Les femmes ont été sur le front pendant le confinement et le sont dans les hôpitaux. Le télétravail n'est pas la panacée pour nombre d'entre elles, notamment les mères de jeunes enfants. Et dans le débat public, leur rôle a été confiné aux soins, quand celui de l'expertise était très souvent confisqué par les hommes. Et l'évolution créée à la femme, avez-vous titré. Alors l'évolution que nous traversons aujourd'hui pourrait-elle faire régresser les libertés et la représentativité des femmes dans le débat public? Nous sommes le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et en effet, on a beaucoup entendu les femmes. Et pour vous dire où nous en sommes, on a évoqué le fait que depuis quelques années maintenant, on évalue le coût économique en termes de richesse des dérèglements climatiques. On a évalué très récemment le coût de la disparition des biodiversités. C'est un rapport qui vient de sortir. Comment se fait-il qu'on n'a pas évalué le coût de la discrimination envers les femmes? C'est quand même ahurissant quand on y pense. Alors, on peut critiquer certains mouvements actuels qui nous viennent des États-Unis d'un point de vue culturel sur les campus américains, mais il y a quand même une économiste qui s'appelle Madame Banks, assez bien nommée, qui est noire, et qui justement travaille sur ces questions-là. Un petit peu comme chez nous, Madame Duflo, qui a travaillé sur l'économie donc, de la solidarité. C'est par hasard que ce sont des femmes qui s'occupent de ces questions-là, qui sont complètement en dehors du débat des économistes, qui est quand même très masculin. Les 2 domaines dans lesquels les femmes sont très peu représentées et pourtant ne manquent pas de talent, c'est bien l'économie et la finance. Plus que la politique ou la science, loin de là. Et donc on a un véritable problème là-dedans, parce que c'est là que les experts dans les médias se profilent. Un peu aussi du côté de la philosophie, même si on a des grandes femmes philosophes, donc une amie commune, donc Cynthia Fleury, mais il y en a d'autres bien sûr. Et derrière cela, donc, soyons très clairs, les violences ont largement augmenté, on le sait, et là, évidemment, M. Guterres donc, a fait une déclaration solennelle en novembre 2020 sur ces questions-là. Donc il y a des problèmes anthropologiques. Et moi, je suis un petit peu agacé, je veux le dire très clairement, sur pas mal de débats du côté des féministes qui disent « c'est à cause du capitalisme, c'est à cause du patriarcat ». Et mon livre démontre très bien que les coercitions et les violences envers les femmes, c'est bien avant le capitalisme, c'est bien avant le patriarcat. Ce n'est pas généralisé, mais ça existe dans tout type de culture. Donc il y a un problème anthropologique de fond. Et si on se focalise sur ces grands enjeux de l'avenir de nos sociétés, avec les femmes, c'est absolument essentiel, en se contentant de reproduire des schémas de la lutte des classes ou de la lutte contre le capitalisme, etc., on ne va pas s'en sortir, parce que la question des femmes va être subsumée à celles, évidemment, qui sont de l'ordre politique, que je comprends, qui sont légitimes, etc. Donc là, on a un vrai problème d'anthropologie. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu ce dimanche une tribune signée par beaucoup de grands patrons et patronnes, pas assez malheureusement, en France, sur la nécessité de mettre en place donc, des quotas et de faire monter. Voilà. Donc ça montre bien que ce n'est pas la qualité des femmes qui est en cause. Qu'est-ce qui fait que, alors que nous savons qu'elles sortent plus diplômées en moyenne que les garçons au baccalauréat, même dans les domaines scientifiques, qu'elles n'ont pas autant de postes de responsabilité? Autre chose qui émerge, et ça, je le dis tout de suite, je fais l'annonce, je fais la suite de ce livre chez Odile Jacob, qui s'appellera « La malmesure de la femme », parce que depuis la Révolution française,
On dit non, c'est la nature des femmes. Et puis la raison nous dit que leur nature fait qu'elles ne peuvent pas participer des enjeux de la modernité, de la technologie, des changements de la société. Ça vient d'où cette affaire-là? C'est la raison pure, mais Emmanuel Kant quand même a travaillé là-dessus. La nature des femmes, j'en viens que vous la définissiez, messieurs et mesdames, surtout messieurs les machistes. Donc là, il y a un vrai problème de biais anthropologique, et donc un travail de fond à faire pour déconstruire ces présupposés que payent les femmes. Et dernière chose, ce qui est très important, c'est que là aussi, je voudrais saluer quand même des travaux d'anthropologie absolument remarquables, qui sont en ligne, que tout le monde devrait consulter, qui sont les travaux du MGI, c'est le McKinsey Global Institute, qui depuis 6 ans fait un travail chaque année séquentiel du statut des femmes, de leur rôle dans la société, leur importance économique, et notamment pour les adaptations en cours. Eh bien, qu'est-ce qu'on a constaté? Notamment autour du confinement, que les métiers dits de premier rang et de second rang, qui sont des métiers de proximité, de contact avec les personnes, ce sont des métiers qui sont plus ceux des femmes, qui sont moins payés. Là, en plus, c'est d'autant plus fort que non seulement les compétences montent, mais leur représentation sociale et leur salaire diminuent. Donc, on a un vrai problème là. Il va falloir qu'on sorte de cela. Et la leçon de la Covid-19, vous savez, les crises, c'est ce qui permet de mettre en exergue vraiment ce qui n'allait pas et vraiment ce qu'il faudrait faire. Et ce qui n'allait pas, on le sait. Et j'ai lu, je ne sais plus dans quelle enquête j'ai vu ça, mais les femmes en moyenne ont été touchées à 20%, 19% exactement plus que les hommes, du fait qu'elles sont plus dans les métiers du rapport aux personnes ou des rapports à l'autre, ou même dans les rapports aux animaux, donc les métiers vétérinaires en l'occurrence. Donc voilà, comment bousculer. J'ai fait ce livre pour que nous soyons par-delà les discussions et les controverses et les débats que l'on a qui sont légitimes sur les différents systèmes politiques, économiques, etc. Mais si on se limite qu'à ces débats que nous connaissons très bien maintenant depuis 2 siècles entre capitalisme, socialisme, etc., sans voir qu'il y a derrière cela des fondements anthropologiques très profonds, eh bien, on n'en sortira pas. Et c'est ça, c'est la clé de l'adaptation. Il y a un lieu qui questionne particulièrement justement le rôle, la représentation, la reconnaissance des femmes, c'est l'entreprise. Oui. Vous avez publié chez Erol un paléoanthropologue dans l'entreprise, c'était en 2011, il y a 10 ans, donc autant dire une éternité quand on parle de l'entreprise aujourd'hui, et notamment des entreprises. On le voit bien aujourd'hui, y compris dans des filières dévastées, des entreprises refusent de périr, des entreprises survivent, se réinventent, y compris dans leur management. Que dirait aujourd'hui le paléanthropologue que vous êtes de l'entreprise? À quoi aujourd'hui, que doit-elle embrasser l'entreprise pour justement ne pas faire partie de celles qui vont périr, mais faire partie de celles qui s'adaptent? Et je rappelle d'ailleurs un livre que nous avons écrit ensemble, S'adapter au périr, et on voit bien que la question est cardinale aujourd'hui. L'idée de progrès a été que nous devions nous affranchir des conditions de la nature. Et pendant 2 siècles, depuis la fin du XVIIIe siècle, donc depuis les Lumières, il y a eu tous ces enjeux donc, de se dire, OK, il faut améliorer l'habitat, il faut améliorer la médecine, il faut améliorer l'éducation. Tout ceci a connu une accélération formidable avec ma génération après les années 50. Et là, ça a été un progrès comme jamais. Mais derrière cela est restée quand même cette idée qu'il y avait les affaires humaines et puis la nature. Pourtant, cette évolution accrue qu'a connue ma génération n'était pas du tout ignorante de ce qui allait se passer. Parce que les premiers, quand même, réunions sur la Terre, le Forum sur la Terre, c'est quand même 1972. Donc c'est quand même pas d'aujourd'hui. Et de fait, les entreprises, donc, ont un rôle important sur améliorer nos conditions de vie, peut-être trop sur la consommation, on a vu les excès, etc. Mais néanmoins, elles ont participé de ce progrès avec leur créativité et leur capacité donc, de diffuser de plus en plus donc, ces produits et ces services. Mais tout ce qui était de l'ordre de la nature, ou même des enjeux sociétaux, c'était les externalités qui étaient gérées par la société. C'est le rôle des politiques, de la société. C'est terminé. C'est terminé. Le World Economic Forum, en 2019, en janvier, a remis au goût du jour cette idée d'écosystème. Alors, c'est pas récent, là, non plus. On en parle déjà depuis les années 70. Sauf qu'aujourd'hui, on sait comment fonctionne un écosystème. Et un écosystème, ça veut dire que nous coévoluons avec les autres. C'est le terme. Nous coévoluons avec les autres entreprises, mais aussi avec la société, avec les clients et avec, donc, les enjeux de l'environnement. Le principe de l'écosystème des écosystèmes. Voilà, le vrai écosystème. Donc, dans toute sa globalité. Alors, moi, je comprends qu'on ait eu intérêt à aller rechercher effectivement des analogies dans mon domaine, qui étaient donc descriptives, heuristiques, pour dire le terme. Maintenant, elles sont devenues fonctionnelles. C'est comment intégrer les problématiques des écosystèmes et de la coévolution dans les écosystèmes donc, économiques et sociaux que nous allons mettre en place. Et là, une fois de plus,
soyons très clairs, là je touche du bois, mais je ne parlerai pas de Paris. Les entreprises qui déjà étaient engagées dans des problématiques RSE, avec notamment sur les questions d'égalité hommes-femmes, des rapports à l'environnement, et aussi aux biodiversités, ce sont celles qui vont sortir les grandes vainqueurs du monde, dans le monde entier. Parce que les autres, qui ont été se passer, elles n'ont pas eu de réflexion sur ces problématiques, et une fois de plus, elles vont se sentir contraintes de faire des choses comme les autres, parce qu'elles n'ont pas intégré dans leur culture et dans leur capacité d'innovation. D'autant plus qu'aujourd'hui, attention, les millennials, ou les milléniaux, comme on dit en bon français aussi, deviennent majoritaires dans les fonds de pension verts, dans les prises de décision. Et eux, ils ont une vision du monde qui n'est pas celle de ma génération, et que je respecte tout à fait, et ils ont la plupart du temps raison. Donc les entreprises qui déjà... Parce que c'est ça, une crise dans l'évolution. La sélection naturelle ne crée rien. Je rappelle qu'elle va favoriser les variations, les initiatives, les idées, qui sont celles qui vont être dominantes dans le monde qui vient, et vont éliminer ou atténuer celles qui étaient des mauvaises pratiques. Eh bien, déjà, une fois de plus, ce n'est pas nouveau. Sur la transformation numérique des entreprises, avec l'automation et l'intelligence artificielle et autres, c'était déjà engagé. Et on sait très bien, toutes les études qu'on peut voir, attendez, tout ça c'est en ligne, c'est connu. Hein, c'est pas, moi je ne suis pas l'anthropologue, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je m'informe comme tout le monde, et on s'aperçoit que déjà c'était dit. Avec les nouvelles technologies, avec la digitalisation, pour employer ce terme, les entreprises qui déjà étaient engagées sur la transformation du travail, plus ou moins à distance ou autre, avaient déjà complètement intégré les changements à venir. Le télétravail est parfaitement symptomatique de cela. C'est-à-dire qu'en gros, dans tous les secteurs en moyenne, c'était 7 à 10% de travail à distance de 1 à 3 ou 4 jours par semaine. On s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup plus. Maintenant, on s'aperçoit qu'on ne peut pas tout faire non plus, parce qu'on a vu qu'il y avait aussi des problèmes de ce côté-là. Ça montre qu'il y a énormément de potentiel, mais les entreprises qui avaient déjà intégré, avec des vraies problématiques RSE, eh bien, le fait que le travail partiel, c'est plus les femmes qu'on le sait, qui est moins payé, mais qu'elles puissent faire du travail à domicile, gérer leur emploi du temps, et qui en plus de ça le faisaient sans perte en termes de salaire. En étant capable aussi de maintenir leur promotion sur l'entreprise. Parce que le problème du télétravail, et ça c'est très bien décrit dans les études, si en tant qu'homme ou femme, plus les femmes, une fois de plus, vous êtes plus en dehors de l'entreprise, ben les contacts que vous avez avec les seniors, ceux qui ont les postes de responsabilité ou de décision pour les promotions, vous les avez moins, vous avez moins d'épouillage. Donc ça va être la balance entre présentiel et distanciel. Et à partir de là, effectivement, on voit que tout ceci, d'emblée, dans la pensée que nous avions jusqu'à présent de l'entreprise et des carrières, ça posait problème avec les femmes. Mais maintenant, les entreprises qui ont, elles, une politique intelligente sur la promotion des femmes avec plus de télétravail, etc., ben, déjà d'emblée, les adaptations qu'elles ont mises en place autour des femmes vont bénéficier à l'ensemble des entreprises et aussi aux hommes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes pères ne sont pas ceux que j'ai connus de ma génération ou la génération d'avant. Donc, vous voyez, donc c'est ça que ça m'inspire. Donc, on peut aller vraiment vers du mieux très rapidement. J'aimerais évoquer un autre livre. Alors, il n'est pas encore sorti, vous n'en êtes pas l'auteur d'ailleurs, et il aura pour titre « Le début de la peur, la fin de la démocratie ». Son auteur est Denis Jacquet, mais vous en rédigez la préface. J'ai pu la lire, et dans cette préface, vous faites référence à une France devenue, je vous cite, « un grand corps d'État malade de la consanguinité des élites ». Et évoquer les élites, c'est aussi évoquer les entreprises, la manière dont elles sont gérées, décidées, managées. Ce tropisme, alors que rien pour l'heure n'est parvenu à remettre en question, hein, ni la supposée ouverture des écoles de commerce à la diversité, ni la réforme de l'ENA, ce tropisme peut-il vaciller ou au contraire va-t-il se renforcer, d'après vous, à l'épreuve de la crise ? On peut avoir les deux, malheureusement, et on en parle beaucoup. C'est une étude de l'Institut des politiques publiques, sortie il y a un mois ou deux à peine, je crois, qui a montré que 92%, c'est absolument énorme, des élèves des classes préparatoires sont issus de la région parisienne et des classes ESP+. Alors soyons très clairs, ils sont brillants, elles sont brillantes. Mais là n'est pas la question. La question, c'est face à un monde qui change, mondialisé, qui va très vite, et ça, une fois de plus, c'est une réponse darwinienne, il faut de la diversité. Le génie de Darwin, avoir compris que face à un monde qui change avec de l'incertitude, il faut la diversité pour trouver potentiellement les meilleures réponses possibles. Or, nous ne sommes pas capables de faire cela. C'est un problème qui est très français, qui est assez européen d'une manière générale, mais surtout très français. Franchement, vous allez sur les sites qui, une fois de plus, sont ouverts à tout le monde, sur le McKinsey Global Institute, sur le Boston Consulting Group, sur le MIT, sur le site de Berkeley, sur le Gartner's. Voilà. Dès qu'il y a des études sur l'état des entreprises, les transformations, ce qu'il faudrait faire, les défis, etc., vous avez d'emblée
de la diversité. Eh bien nous, dans nos revues françaises, autour du management et autres, qu'est-ce qu'on voit malheureusement? La plupart du temps, que des blancs et plus des hommes. Donc, j'insiste, ces personnes blanches, CSP+, classe préparatoire, sont absolument formidables. Mais le problème, elles sont toutes formées de la même manière. Il n'y a pas de diversité au plus haut sommet des entreprises et que de ce fait, il y a une consanguinité. Et la consanguinité, c'est très mauvais pour l'évolution et pour l'adaptation. Donc, alors, on se souvient de Sciences Po, ce qu'avait fait M. Richard ou autre. Bon, ça marche quand même pas trop mal. Mais là, je pense qu'effectivement, on disait tout à l'heure que beaucoup de changements vont venir, stimulés par les jeunes qui sont connectés autour du développement durable, autour de la RSE, etc. Eh bien, je pense que c'est peut-être maintenant, on le voit bien sur cette réaction d'ailleurs à Sciences Po pour d'autres raisons récemment dans l'actualité, que les jeunes, alors, des bonnes et des mauvaises, on a vu ce qui se passe aussi à Grenoble, hein, mais en l'occurrence, c'est aussi aux jeunes de se dire, voilà, nous on va être partie prenante dans l'entreprise de demain, ben, ça va commencer dans nos écoles. On va imposer, nous les jeunes, hein, les jeunes étudiants et étudiantes, les jeunes entrants, qu'il y ait de la diversité. Alors, il y en a plus dans les écoles de commerce que je veux dire que dans les écoles d'ingénieurs, hein, en moyenne. Vous êtes anthropologue pour le savoir. Et c'est là que ça se joue. Donc, soyons clairs, ce n'est pas restreindre l'accès aux étudiantes les plus brillantes, même les classes CSP+, au poste est plus important. On en a besoin. Mais c'est augmenter le spectre des compétences et des diversités des gens. Voilà. Est-ce qu'on retrouvera forcément dans les écoles? On le retrouvera aussi dans l'entreprise. On le retrouvera dans les écoles et ensuite, effectivement, dans la société. Voilà. Là, vous voyez, un peu plus anthropologie, le cœur de tout cela. Pour conclure, cher Pascal, on va diffuser 3 photos et je vais vous inviter à les commenter. La première, c'est celle de Jean-François Delfrécy. Ouais. Qui préside le conseil scientifique. Alors ce conseil est composé de 17 membres maintenant, parmi eux un anthropologue et un sociologue, aucun autre représentant des sciences sociales et humaines. Qu'aurait apporté à la gestion de la crise, notamment auprès de l'exécutif politique qui prend les décisions, un conseil auquel auraient contribué philosophes, psychiatres, économistes ou démographes? Il aurait été bien d'avoir 2 conseils, un scientifique qui est dans son rôle, autour de personnes tout à fait compétentes sur les virus, l'épidémiologie, etc., la médecine. Et puis à côté, mais aussi avec des médecins, c'est pas exclusif, hein, des personnes qui justement ont ces profils que vous évoquiez, qui d'ailleurs correspondent à ce qui se passe beaucoup dans de grandes entreprises. On sait très bien qu'il y a évidemment des comités directeurs, qu'il y a donc les seniors, qui la plupart du temps évidemment sont en poste de décision et de pouvoir et de responsabilité, mais beaucoup d'entreprises font aussi référence à des conseils de juniors. C'est-à-dire que des jeunes représentants de l'entreprise, ou aussi des parties prenantes externes. Moi, ça m'est arrivé pour de grandes entreprises de faire partie des groupes de parties prenantes externes. On n'est pas rémunéré, on est là, mais on n'est pas là pour intervenir sur la politique de l'entreprise, pour dire, ah, vous décidez ça, nous voilà ce qu'on pense qu'il peut se passer, c'est ça. Et à partir de là, donc, ça aurait été très bien. Et ensuite de ça, au rôle des politiques, notamment notre président, de prendre les décisions les plus idoines par rapport à cela. Donc, il y avait l'expertise médicale, épidémiologique, l'expertise donc scientifique des sciences sociales et humaines, etc., qui est extrêmement importante, et ensuite comment prendre la décision, et sans rentrer en se disant « Ah ben non, nous les médecins, on a raison sur vous, vous ne comprenez rien, vous, les anthropologues ou les sociologues qui disent « Ah ben non, mais attendez, vous exagérez », ou les philosophes qui disent « Vous touchez aux libertés », mais non, pas du tout. Quand les médecins disent qu'il faut confiner, ils sont dans leur rôle. Maintenant, comment trouver la décision, c'est prendre donc en fonction bien informée, de prendre les bons compromis. Vous évoquez Edgar Morin qui a consacré sa vie à dénoncer le schisme et les cloisonnements entre le monde des sciences dures, le monde des sciences humaines et sociales. Et justement, on ne comprend pas la complexité du monde si on vit avec ce type de cloisonnement. Seconde photo. Olivier Véran. Ouais. Le Ségur de la santé avait parmi ses objectifs celui de remédicaliser la gouvernance du système de soins français qui est gangréné, on le sait, par la bureaucratie. Vous l'avez dit vous-même, l'hôpital a tenu le choc au printemps parce que le personnel soignant avait alors repris le pouvoir aux administratifs. Comment croire, et là le regard aussi de l'anthropologue est important sur cette question, que la bureaucratie peut reculer dans ce domaine comme dans d'autres d'ailleurs. Et vous connaissez bien celui de l'enseignement supérieur et de la recherche qui, lui aussi, est victime de cette technocratie, de cette bureaucratie. D'abord, en ce qui me concerne personnellement, j'ai été très vite dans l'interdisciplinarité. Soyons très clairs. Quand il y a des étudiants, des étudiantes, des fois, qui m'envoient un petit message en disant « Voilà, je voudrais faire comme vous ». Je lui dis « Attendez, je vous le dis tout de suite, c'est un suicide universitaire ».
l'interdisciplinarité n'est pas reconnue chez nous. Ça, c'est la première chose. En plus, nous sommes le pays de Descartes. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème, on le divise en deux, il est 2 fois moins embêtant. Ensuite, il est encore embêtant, on le divise en deux. Donc, on a la manie des filières, on a la manie des spécialisations. D'ailleurs, nous sommes un pays qui spécialise extrêmement vite. Et nous savons que c'est un problème pour le recrutement des talents dans les entreprises. Les entreprises anglaises ou anglo-saxonnes ne fonctionnent pas de la même façon. Je ne dis pas qu'elles sont parfaites en tout, mais en tout cas, là-dessus, elles sont nettement meilleures. Donc, on a ce vrai problème culturel chez nous. Ils spécialisent très tôt, ils compartimentalisent très tôt. Mais très vite, moi, j'avais été confronté à cette question de l'encadrement des hôpitaux. Et il est vrai que la création de l'école des directeurs d'hôpitaux a imposé une chape. Moi, j'étais d'une époque, quand j'étais jeune, alors que je ne connaissais pas bien, mais on parlait du grand pouvoir des patrons, vous savez, dans les hôpitaux. Bon, là, c'est terminé depuis longtemps. Et moi, je me souviens, avec ces mandarina, étaient arrivés, donc, effectivement, des problèmes compliqués. Il fallait qu'il y ait une meilleure gestion des hôpitaux, ça, personne ne le contestait, mais qu'en l'occurrence, donc, allait être confronté à ces enjeux de pouvoir. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, je pense que c'est une leçon, c'est paradigmatique, hein, même d'un point de vue de l'adaptation, ce qui s'est passé dans les hôpitaux, évidemment, c'était tellement brutal. C'était l'intérêt d'ailleurs de cette crise, malgré tous les problèmes, il y a eu beaucoup trop de victimes, mais en tout cas, la leçon qu'on peut tirer de cette crise, c'est que sa brutalité a permis d'un seul coup d'exprimer des comportements d'innovation, d'adaptation qui auraient été bloqués d'emblée par la chape administrative. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans les hôpitaux au moment de la première crise, mais aussi de la deuxième, c'est combien tous les personnels ont été capables d'apporter des solutions. Pas que les médecins, pas que les infirmiers, pas que les infirmières, mais aussi les gens, les assistances pour l'accompagnement, même dans le domaine paramédical. L'hôpital est un terrain d'expression darwinienne exceptionnel. C'est ce qu'on appelle, le paradoxe de Polanyi. Alors, pas Karl Polanyi, qui est très connu, mais son frère Michael, qui est moins connu, sociologue. Il disait, en fait, nous avons beaucoup de compétences que nous sommes capables de redire. Et une période d'instabilité telle qu'on en a connue fait en sorte que les personnes, si elles ne sont pas dans une chape de protocoles administratifs hallucinants, sont capables d'exprimer des potentialités qu'elles n'avaient pas mises en œuvre jusqu'à présent. Et ça, c'est une leçon extraordinaire. Soyons très clairs, je ne suis pas contre le fait qu'il faut gérer, manager et avoir une attention tout à fait claire sur les finances publiques dans l'hôpital public et les autres. Mais lorsque ces obligations vont à l'encontre de l'expression, de l'adaptabilité et de la capacité d'innovation de l'ensemble des personnes d'une structure, soit l'hôpital ou une entreprise, là, on a des problèmes. Donc, comment retrouver les bons équilibres? Et face à la crise, il y a 2 attitudes. Ou on essaie de se renfermer sur ses acquis et on essaie donc au maximum de réduire à la voile, etc. Et ça, c'est pas la bonne nouvelle. Ou on essaie d'être capable de se dire, OK, on ouvre les potentialités. Et ça, c'est l'innovation. Vous savez, on parle beaucoup de méthodes agiles, etc., ou du design thinking. Tout ça, en fait, c'est l'innovation darwinienne. C'est-à-dire qu'on crée de la diversité, ensuite on sélectionne et on développe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la chape administrative, c'est qu'avant même d'avoir sorti des idées, on les empêche de s'exprimer. C'est ça qu'il faut changer. Alors l'enjeu de l'innovation fait lien avec le troisième portrait que l'on diffuse, celui d'Emmanuel Faber. Une partie des actionnaires de Danone veut la peau du PDG Emmanuel Faber en cause des performances jugées insuffisantes qui résulteraient d'un déficit d'innovation, justement. Voilà leur diagnostic et d'ailleurs, le successeur de Franck Reboux vient de se voir retirer il y a quelques jours la fonction de directeur général. Une innovation est-elle utile seulement lorsqu'elle fait la preuve de sa rentabilité? Et sous l'emprise du diktat marchand, a-t-on oublié qu'il existe des innovations essentielles, révolutionnaires et fondamentales qui ne sont pas rentables? Dans cette affaire, il y a quand même une incompréhension d'une orientation très forte des entreprises qu'on appelle les entreprises qui vont vers des modèles hybrides. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui font beaucoup de choses d'un point de vue sociétal et environnemental. Et elles s'en portent très bien. Donc, moi, je ne connais pas le dossier, mais maintenant, quand on met en place ces politiques hybrides, avec de la RSE, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Il y a 3 logiques, 3 approches de la RSE. La première, elle est éthique. On essaie de limiter au maximum les externalités négatives. Ça, c'est très bien. Mais comme toute espèce, on a un effet sur l'environnement, des effets positifs et aussi négatifs. À partir de là, on peut compenser. Donc, c'est-à-dire que je fais de la philanthropie, je finance, je compense, par exemple le coût CO2 de mes déplacements, etc. Puis un troisième niveau, qui est là maintenant depuis quelques années,
qu'on appelle un système de valeurs partagées. Comment, sur une problématique RSE, je suis capable de faire en sorte que, d'abord, je l'applique dans mon entreprise, mais ensuite aux entreprises partenaires, mais également en étant attentif à la société. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, moi je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce message par rapport à... Il est pas mis complètement sur la touche, M. Faber, mais en tout cas, il n'a plus les rênes de l'entreprise, enfin en tout cas les deux, c'est comment vont réagir les clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients avec les réseaux se connectent. Attendez, Danone, il a quand même renoncé à sa politique, une politique RSE. Ben moi, je n'ai pas envie de consommer des yaourts. J'ai plus envie de consommer des produits. Là, il court un risque tout à fait évident qui semble extrêmement important de considérer par rapport à cela. Maintenant, on a vu, alors, quels sont les fonds de pension qui ont... vous savez, c'est un vrai problème en France, hein, parce que les fonds de pension agressifs posent des tas de problèmes. Ce qui pose aussi la question, c'est de l'avenir même, du crédit même des fameuses entreprises à mission que Danone incarne particulièrement. Et voilà, mais justement, l'avenir, c'est les entreprises à mission, parce que les entreprises à mission sont très claires, très clairement. Quand on demande à tous les collaborateurs et les collaboratrices. C'est un problème de culture pour l'entreprise. Eh bien, ce dont on s'aperçoit, c'est que des collaborateurs et des collaboratrices déjà reconnus, excellents, performants ou très bien dans leur métier. Formidable. Maintenant, vous mettez en place une politique RSE. D'abord, il faut mettre en place une politique RSE qui soit consentie par l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices. Ça, c'est extrêmement important, il faut être très clair. Depuis quelque temps, on n'arrête pas de nous seriner « Ah, le sens et l'humain ». Eh bien, il est là. Le sens, c'est comment les entreprises, par-delà, donc évidemment, les objectifs nécessaires de faire des bénéfices et d'avoir des succès sur leur marché, etc., c'est comment, effectivement, donner du sens à leurs activités. Et ensuite de ça, l'humain, ça consiste effectivement à faire en sorte que, moi, en tant que collaborateur, collaboratrice, je participe à ces actions de l'entreprise. Et je sais ce que l'on va faire, et mon entreprise a un effet positif sur la société et l'environnement. C'est ça, aujourd'hui, qui intervient. Et là, attendez, il y a eu des enquêtes très claires, on a demandé aux directeurs financiers, qui sont quand même près de leur sous, c'est leur job, est-ce que les expériences RSE de l'entreprise ont coûté de l'argent? Il n'y en a pas un qui répond que ça a coûté de l'argent, mais il y en a beaucoup qui répondent que ça a beaucoup rapporté, mais ensuite, c'est plus que cela. Ça va être, avec les changements générationnels qu'on va connaître, un enjeu considérable à la fois pour attirer les meilleurs talents, hommes et femmes, mais aussi les clients qui vont aujourd'hui prendre des décisions par rapport à ce que fait l'entreprise par rapport à ça. Donc je crois que c'est un très mauvais message que cela. Peut-être qu'il y a un dossier purement technique derrière, que je ne reviens pas là-dessus, je ne maîtrise pas du tout, mais... en tout cas, symboliquement... Symboliquement, j'espère que c'est peut-être la dernière fois qu'on entendra parler d'une telle réaction par rapport à ces transformations très fortes des entreprises. Pour conclure, cher Pascal, on diffuse la couverture du nouveau numéro de la revue T, publié par la Tribune. Vous en faites l'ouverture. Merci. Un numéro consacré à la ville. Ouais. Comment la crise questionne-t-elle l'architecture, la démocratie, l'organisation, peut-être même la vocation de la ville? Et si je vous pose la question en conclusion, c'est que peut-être les interrogations, les chantiers, les enjeux que soulève la ville sont un formidable concentré des responsabilités auxquelles la cause que nous traversons aujourd'hui nous convoque. Ouais. La ville a été toujours un petit peu en retard, mais ce n'est pas de sa faute, par rapport au changement de société, notamment économiques et entrepreneuriaux. Et il faut savoir que quand même, toutes les transformations technologiques et des modes de production ont modifié l'urbanisme. Quand arrive la première révolution industrielle, auparavant, les gens travaillaient chez eux. Les gens avaient la capacité de gérer eux-mêmes leur temps dans la ferme. Et puis souvent, ça on a un petit peu oublié d'ailleurs, dans les fermes, il y avait des machines à tisser. Ou dans nos régions de montagne, des ateliers d'horlogerie. Donc la révolution industrielle, elle commence tout doucement, à domicile. Donc là, c'était déjà du travail à distance. Et les femmes et les hommes géraient eux-mêmes leur emploi du temps. Et puis est arrivée donc la révolution industrielle, qui commence d'ailleurs, on le sait assez peu, avec les faïences, avec les poteries Wedgwood. Tiens, au passage, c'est le grand-père maternel de Charles Darwin. Où là, ce que va très bien voir Marx un siècle plus tard, c'est la concentration des moyens de production. Effectivement, il faut de l'argent, il faut investir, il faut mettre des machines, et donc c'est l'entreprise moderne avec le contrat de travail. Et à partir de là, donc, ça a changé complètement l'urbanisme, puisque c'est l'invention des cités ouvrières. Là, cette fois-ci, vous voyez, c'est les gens qui auparavant travaillaient chez eux et le travail était fait à domicile et ensuite donc négocié à la tâche avec les donneurs d'ordre. Après ça,
Une partie de la population, grandissante d'ailleurs, va se retrouver dans des habitats concentrés autour des lieux de production, les mines et les usines. Ça va être le développement des faubourgs. Dans les années 50-60, c'est la tertiarisation de la société. Et là, c'est l'invention de la banlieue. On a commencé cet entretien avec mes parents expropriés. Eh bien, la banlieue, boucle la boucle, la banlieue est une émanation effectivement des changements de société avec la tertiarisation, et puis il y aura toujours des usines, etc., mais petit à petit, elles vont s'éloigner. Comment aujourd'hui, sur la transformation que vont connaître les entreprises avec le travail à distance, parce que j'ai bien travaillé à distance, il y aura travail à domicile, qui posait ce problème spécifique, et travail à distance, qui existait déjà, mais ça ne va pas concerner tous les métiers. Et derrière cela, il faudra éviter quand même une ghettoisation nouvelle, que je crains, soigneusement, entre les métiers, plus les femmes d'ailleurs, auprès des personnes, ce qu'on appelait de premier et deuxième rang, et puis les métiers, pour des gens comme vous et moi, ou certainement beaucoup de femmes et d'hommes qui nous écoutent, mais il y en a d'autres bien sûr, qui sommes capables de travailler à distance, de communiquer, comme on l'a fait entre nous dans nos collaborations. Nous sommes extrêmement à l'aise avec le monde qui vient. Il n'y a pas de difficulté. Je peux m'organiser, je sais faire, je suis connecté, je sais trouver les informations, je fais les réunions. Oui, mais donc effectivement, on est en train de dire que effectivement, les personnes qui représentent d'ailleurs les métiers les mieux payés. Les métiers qui vont être avec les tâches, il faut distinguer métiers et tâches, qui sont les plus susceptibles de se faire à distance, c'est les métiers donc de ceux qu'on appelle de l'économie frontière. Et là, formidable, on peut peut-être avoir, on l'espère, mais on en parle, des formes de rééquilibrage, de mixité sociale entre les campagnes ou les zones périurbaines. D'ailleurs, les enquêtes montrent que les personnes comme vous et moi, qui sont habituées en télétravail, etc., au travail à distance, plébiscitent des villes de taille moyenne. Où il y a, on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Le problème, ça va être les grandes villes. Ça, les grandes villes, ça va être extrêmement compliqué par rapport à cela. Et donc, en tout cas, ce qui est très clair, c'est que, une fois de plus, et ça c'est rappelé d'ailleurs par Armand Hartschwell, qui est assez connu du grand public, qui travaille beaucoup sur les entreprises, leur transformation. Dans le rapport d'ailleurs publié par Deloitte sur l'entreprise à mission, qui est en ligne, il dit c'est les entreprises qui en fait à chaque fois changé le monde par leurs innovations. Oui, alors j'ajoute deux choses. Donc elles deviennent responsables des changements du monde, on en a parlé pour la RSE, etc. Mais aussi, la manière dont s'organise le travail change complètement. La ville, les transports. Il y a un article dans The Economist qui s'appelle « The End of Commuted Land », la fin du monde de la connectivité. Je suis venu vous rejoindre ce matin à Paris pour faire cet entretien. J'ai mis 2 heures, c'est complètement aberrant. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Moi, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas un problème, mais, même si c'est agaçant. Mais on voit bien que là aussi, n'ont pas été encore bien anticipés les grands changements anthropologiques que nous allons connaître, parce qu'évidemment, les questions des hommes et des femmes, la question des qualifications, etc., vont avoir un rôle beaucoup plus impactant qu'on ne l'a jamais imaginé jusqu'à présent sur ce que va être la ville de demain. Et c'est vrai que le travail est au cœur de ce chantier. Merci infiniment, cher Pascal Pic, de nous avoir éclairé sur ce que nous sommes d'abord, oui, et peut-être aussi sur ce que nous devrions être. À très bientôt. Ça s'appelle l'évolution. Merci Denis. Merci, au revoir.